Pourquoi vous avez décidé de faire ce projet-là? Tu veux répondre? Oui, alors du coup, le projet, là on est sur la deuxième année du projet, parce qu'on a déjà fait un projet l'année dernière avec la troisième Hanoï, et toujours avec Monsieur Houdan et avec Madame Chemin. L'année dernière, c'était sur les métiers anciens. Et en fait, le projet il est venu parce que nous, on a une animation, un programme d'animation avec les seniors, et on voulait faire un projet intergénérationnel pour pouvoir mélanger les seniors avec les jeunes, pour vraiment vous rendre compte ce que c'est la vie de nos grands-parents, comment ça se passait avant, et pouvoir créer du lien entre eux et entre nous. Donc le but, effectivement, hein, c'est d'aller au cinéma comme l'année dernière. Et ensuite, tout le projet et la captation, on va la faire ensemble. C'est vous qui poserez les questions aux témoins. Et ça se passera ici. Pourquoi le projet de reconstruction de la ville et pas un autre? Alors, on a hésité sur pas mal de sujets. Comment répondre à ça? On en a discuté avec Monsieur Houdan et Madame Chemin. Parce qu'en fait, c'est M. Houdan qui m'a très rapidement présenté le partenariat avec la Comcom et le projet collecte de mémoire, qui m'a demandé si j'accepterais de travailler avec lui sur une classe de 3e. Le projet avait l'air intéressant, donc j'ai dit allons-y, parce qu'en plus avec M. Houdan, on avait déjà travaillé ensemble sur d'autres projets. Ça s'était bien passé, donc je me suis dit on verra où on va, mais allons-y. Et Monsieur Houdan, il a dit des troisièmes. Pourquoi pas d'autres classes? Alors parce que ce projet collecte de mémoire, il est compatible à la fois avec votre programme d'histoire, donc avec la guerre, et votre programme de français, puisqu'on a toute une partie sur se raconter, se représenter, parler de soi, sur l'autobiographie. Donc en fait, c'est vraiment intéressant qu'on applique ce projet aux classes de 3e, puisque ça recoupe leur programme, et en plus, ça vous prépare à l'oral du brevet, à l'oral de fin d'année. Et on s'est dit que celui-ci était très intéressant et en plus important dans la mesure où plus on avance dans le temps, moins ce sera facile de rencontrer des personnes qui ont vécu avant, pendant et après la déconstruction, enfin la démolition de la ville d'Yvetot. La nationale est traversée par la rue du Calvaire. Oui. Et à la pharmacie, et tourner à droite, traverser la place des Belges. Il y avait encore le théâtre. Vous avez connu? Non. On a vu des photos. Ouais. On l'a pas connu, mais... Non, mais le bâtiment. Ah, Moi, je trouve qu'il était beau. Ils l'ont démoli. vous alliez à l'ancienne salle de cinéma? Oui. Ah oui, alors Oui. oui. Ouais, Oui. Celle-là? Oui. Oui, alors là, bon, disons que cette salle de cinéma était utilisée également comme salle de théâtre. Alors, disons que il y avait deux utilisations, le cinéma d'un côté et la salle, que tous les Yvetotais appelaient la salle au poteau, qui se trouvait, disons, l'accès était de la place des Belges. Alors, la salle au poteau était utilisée, disons, pour les manifestations telles que les bals, quelques concours de dominos, mais ça, je ne m'en souviens pas exactement. Et moi, par exemple, j'ai commencé à jouer au ping-pong dans la salle au poteau. Hein, quand mon ami Jean Lenôtre, disons, a créé la section de tennis de table de l'amicale laïque,
on utilisait la salle au poteau comme salle de sport. Et donc, on installait les tables. Alors, pour la petite histoire, bon, bah, le samedi soir, il y avait des balles, etc. Donc, nous, on arrivait le dimanche matin, bah, il fallait balayer parce que, disons, il y avait des odeurs de fumée, de bière ou autre liquide. Et on installait les tables et on jouait au ping-pong. Alors là, c'était l'entrée des bains-douches. Oui. C'est quoi les patouches? Ah ben, à l'époque, il n'y avait pas de... dans les maisons, il n'y avait pas le confort qu'il y a actuellement. Hein. Et donc, par conséquent, tous les samedis ou les dimanches le dimanche matin, vous pouviez aller prendre une douche ou un bain dans la salle des bains-douches. Ça existait à l'époque. Et maintenant, tout le monde a une douche ou un bain chez soi, mais à l'époque, on n'en avait pas. Hein. C'était une salle qui était à la disposition pour les sociétés. Par exemple, quand il y avait des votes, les votations avaient lieu dans la salle au poteau. On votait à la salle au poteau, Oui, il y avait les réunions politiques. Réunions politiques aussi à la il y salle avait au tout poteau. ça. C'était une salle mise à disposition. Il y avait aussi, dans les réunions politiques, il y avait des bagarres. Oh, ben oui, plus que maintenant, beaucoup plus que maintenant. Et au-dessus, il y avait un cinéma. Le cinéma, oui. Le cinéma Le Roi. Ah oui, il y avait une petite salle. Les bains-douches au rez-de-chaussée. La salle, l'ancien cinéma d'Yvetot, c'était une petite salle à l'italienne, c'était gentil. Ah oui. Tout ça, maintenant, c'est détruit. Oui. Ça a évolué. Comme les salles classiques, il y avait ce qu'on appelait l'orchestre, donc c'était le rez-de-chaussée. Ensuite, il y avait au premier étage, les balcons, c'était là pour les personnes huppées. Et au-dessus, il y avait le poulailler. Donc là, pour le cinéma, c'était la même chose. Au poulailler, c'était les places les moins chères. Bon, c'était assez bruyant des fois, au poulailler pour les séances de cinéma. L'arrière-grand-père de cette petite silhouette qui traverse la place a connu le règne de Louis XVI. Son grand-père a voté pour Napoléon III. Avec Charlotte Boucher, nous plongeons dans le temps. Sur une lourde vague d'histoire surnagent des guerres, des fêtes, des cataclysmes, des naissances. Mais dans ce bâtiment où elle a passé toute sa vie, Charlotte Boucher peut feuilleter ses souvenirs. La trame de cette frange de temps qui l'a fait demeurer en communication avec nous est toute l'histoire du cinéma. Des frères Lumière à Méliès, de Robert Bresson à Vadim, en passant par Charlot, Douglas Fairbanks, Grémillon, Orson Welles et Rossellini. Vous montez la rue du Couvent, quand vous arrivez sur la petite place, déjà là, la petite place était déjà, et en face, il y avait l'église. Oui. Et il y avait les Hallettes à droite. Et puis à gauche, il y avait un café, je crois. Comme il y avait les Hallettes aussi à Yvetot. Ah oui, les Hallettes. Les Hallettes, là, il y avait beaucoup de commerçants qui venaient vendre le jour du marché. Puis il y avait, à chaque bout des Hallettes, il y avait des commerces. Il y avait marchand de poissons, et puis une épicerie. C'était l'ancien octroi aussi qui existait. Et à chaque bout, il y avait un épicier. Moi, j'ai connu M. Police, là, et après Michel Tassel. Ouais. Et de l'autre bout, il y avait un café, c'était Madame Niel. Oui. Et puis un marchand de poissons. Un marchand de poissons, qui était chevalier. Oui. Il n'y avait pas le tout à l'égout comme maintenant. Donc, ça je m'en rappelle parce que une ou deux fois par semaine, il y a un cantonnier qui ouvrait une vanne qui se trouvait en face de l'office du tourisme maintenant, et l'eau s'est coulée jusqu'à la bouche d'égout qui était au coin de la rue Percée. Donc les riverains, les habitants des différentes maisons, il fallait qu'ils sortent balayer. Et en même temps qu'ils balayaient, ils jetaient ce qu'on appelait le seau de chambre. Je dirais que la ville d'Yvetot, si elle n'avait pas été détruite, serait une ville médiévale, surtout autour de l'église. Des petites rues étroites, la rue du Château, tu te souviens, la rue des Halles de l'autre côté,
Et derrière l'église, c'était vraiment médiéval. Hein. Les routes étaient... Ah oui. Mais oui, je regrette mon ancien Yvetot. Avant la guerre, c'était un marché très, très important. Hein. Je me souviens de voir beaucoup de carrioles, pas beaucoup de voitures, parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de voitures dans la région à l'époque, avant la guerre. Hein. Ces voitures à cheval. Oui, c'était les voitures à cheval qui arrivaient. Et il y avait des hôtels qui avaient des grandes cours où les gens pouvaient rentrer avec leur cheval, et puis leur voiture, bien sûr. Et ils laissaient le cheval dans une écurie particulière, hein, et puis ils allaient faire leur course, ce qu'ils avaient à faire, et ils récupéraient ou ils mangeaient à l'hôtel avant de repartir avec leur cheval. Et il y avait je me souviens plus comment il s'appelait, il y avait un grand hôtel. L'hôtel des Victoires. Et puis un autre aussi qui était place du L'hôtel marché. du Havre à côté. Et il y avait des cours et puis des écuries. Ah oui, avant la guerre, tous les cultivateurs des alentours venaient en voiture. Le mercredi. Ouais, généralement, s'ils n'avaient pas de famille, ils allaient dans les cours d'hôtel et leur cheval était accueilli pendant la durée du marché. Toute la marchandise de l'épicerie était détaillée. Là où j'habitais, on avait deux possibilités. Alors, c'était d'aller à l'épicerie de monsieur et madame Duchesne, qui étaient les parents d'une célèbre autrice, Annie Ernaux. Hein. Disons que ses parents étaient épiciers dans mon quartier, et donc on allait faire les courses chez monsieur et madame Duchesne ou chez madame Lemire, qui habitait rue du Manoir. Que faisait votre famille? Mon père était artisan électricien et après il a créé une entreprise qui s'est beaucoup développée avec la reconstruction. Il a terminé sa carrière, il y avait une quarantaine de salariés. Donc après il y a eu le magasin avec l'électroménager, la télé, et tout ça. Oui, disons qu'il y avait beaucoup d'artisans et puis des entreprises plus importantes, notamment il y avait... Vous aviez déjà entreprise couturier qui ont employé au moins 200 femmes. Vous aviez la porte était moins importante. Il y avait l'Inastra aussi qui se trouvait sur la nationale maintenant. Il y avait Boulard, la Cavalzo de Boulard aussi, qui avait un entrepôt assez important. Il y avait une activité assez soutenue. Et tout ça, ça a disparu. Je sais pas, il y avait peut-être une vingtaine de camions, là, les Trimagie. Ramasser le lait dans les fermes. Et donc il y avait un chauffeur et puis une personne qui descendait à chaque cours de ferme, ramasser les poils et fabriquait de la crème et du beurre qui allait pour la région parisienne. Une entrecôte, je suis une entrecôte, avec un jamais de gras. Jamais de gras ne saute autour de moi, et ça ne salit pas. Si vous avez d'autres exemples de boutiques qui existent encore Disons, vous avez, par exemple, à l'église, les trappes où il y a les projecteurs maintenant, c'était fabriqué par Cocagne, qui était serrurier à Yvetot. Donc l'entreprise Cocagne existe toujours aussi. Est-ce que ça se sentait le côté religieux dans Yvetot? Est-ce que c'était très marqué? À l'époque, je crois bien que tout le monde allait plus ou moins à l'église sans savoir grand-chose, finalement. Vous avez parlé de l'Institut ecclésiastique un peu plus tôt. Il était où cet institut? Je ne sais pas si vous voyez l'avenue Maréchal Leclerc avec le magasin Codec. Donc l'entrée, le porche qui allait dans l'Institut ecclésiastique était à l'emplacement du Codec actuel. C'était entouré de murs juste là devant la fosse. Il y avait le mur. Ouais. Il y avait une belle chapelle, il paraît que c'était beau. Qu'est-ce que c'était l'Olivier? Enfin, ce lieu. C'était l'orphelinat de la Miséricorde. L'orphelinat, il y avait des orphelines. Elles venaient à l'école, au pensionnat d'ailleurs. Donc, au bout du compte, il y avait une très forte présence religieuse, parce que
Saint-Michel, c'est Ouais, ouais, Saint-Michel, cet orphelinat, l'église. Le couvent des Dames Voilà. Blanches, bas. Dans l'ancienne église, ce serait aujourd'hui, on la visiterait. Car elle avait été meublée, elle était presque. Elle a été meublée par le pillage de l'abbaye de Saint-Vendry sous la Révolution. Voyez-vous, donc aujourd'hui, on viendrait visiter ça, la sacristie surtout. Oui, c'était Je me ça, souviens, oui, ah oui, la sacristie. À l'intérieur, extérieurement, elle cassait rien si on veut, mais à l'intérieur, elle était pas mal. Les vitraux n'étaient pas mal, voyez-vous. Et les vitraux relaçaient un peu l'histoire d'Yvetot. Il y a des tas de gens qui allaient à la messe. C'est ça. Le dimanche, on va à la messe. Alors, à la campagne, hein, la messe le matin, mais le coup de domino après la messe. Ah, là. domino, voilà. Il y en a qui revenaient charger des fois. Dans tous les ans. Donc en juin 40, quand les Allemands arrivaient du côté d'Yvetot, donc il y avait l'ordre d'évacuation. Vous avez quitté Yvetot? On est parti de Vauville pour, au premier bombardement, là, 40, le 9 juin 40. Oui, c'est ça. Et c'est là que j'ai abandonné mon chien. Et puis, on avait dit aux voisins de l'enfermer dans un bâtiment, l'enfermer et puis de le libérer après. Si on l'a retrouvé. Oui, alors là, on est parti pour prendre le bac de Duclerc. Mais on n'était pas les seuls à avoir cette idée-là. Alors, en haut de la côte de Duclerc, on nous a dit qu'il fallait abandonner les voitures, que le bac ne prenait plus les voitures. Alors, ma mère a dit non, quand même, on a assez de mal pour y arriver, s'il faut laisser la voiture. Donc, on était remonté sur le haut de la côte de Duclerc, et puis là, au carrefour, il y a encore même une belle ferme qui accueillait les gens. Donc, on est resté là une semaine. C'était bien, on dormait dans l'écurie. En mai 40, mes grands-parents, mes 4 grands-parents, puisque je les avais à l'école, on est allé se réfugier, je sais pas, ils n'ont pas voulu rester à Yvetot et on est allé à Autretot. On n'a jamais déménagé, mais quand il y avait des possibilités de bombardement, parce que justement j'habitais dans le quartier relativement près de la gare, et mes parents connaissaient une petite ferme qui se trouvait, disons, du côté du Fort Rouge, donc plutôt sur Touffreville-la-Corbeline, mais dans Yvetot même. Vous avez parlé de l'exil, enfin Oui. voilà, en 40. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que vous vous souvenez comment a été prise la décision de partir? Et puis, vous saviez déjà que vous alliez à Balleroy ou c'est venu au fur et à mesure? C'est venu au fur et à mesure. Donc on est parti, on a pris le dernier bac, parce que le dernier bac, c'était de la famille qui le conduisait. Et après, ils ont fait sauter le bac. Juste une fois qu'on a été passé. Le bac, c'était à Côte-Bec. À Côte-Bec, oui. Donc on est parti par la forêt, et puis on s'en allait. On est arrivé à Balleroy et les Allemands arrivaient. Donc on a resté là. Et c'est un menuisier qui nous a hébergés. Et sans le savoir, mon grand-père, qui était de Fécamp, était arrivé à ce pays-là aussi. Donc vous êtes retrouvés. On s'est retrouvés. Et vous êtes resté combien de temps là-bas? On est bien resté 3 semaines. Vos amis, celles qui étaient à l'école avec vous, est-ce qu'elles ont vécu la même chose que vous? Elles sont parties en exode? Ah différemment. Différemment, ouais. Parce que y en a qui sont passés quand même à Duclerc, qui sont partis en Bretagne ou ailleurs. Il fallait partir. Hein, oui, il fallait partir. De toute façon, c'était les ordres d'évacuation. Vous n'aviez pas le choix. On ne pouvait pas faire autrement. Les Allemands étaient derrière. Ils nous poussaient. Hein. Les Allemands arrivaient. Il fallait bien qu'on s'en aille. Au bout, alors, on restait.
Il y en a qui sont restés. Ils n'ont pas tué tout le monde. Et c'est de là que nous avons vu les premiers Allemands. Et ils ont franchi les barrières de la ferme, et puis les tanks sont rentrés dans la cour. Et un officier allemand est venu voir mon oncle. Et il parlait très bien le français. Et quand il a vu tous les enfants ici, et puis beaucoup de mes grands-parents, il a dit, vous n'êtes pas tous de la même famille ici. Alors mon oncle a dit, ben non, j'ai ma belle-sœur, son mari est mobilisé en guerre, et puis les enfants, elle a ses enfants, et un souvenir qui nous reste, l'officier s'est penché vers nous, vers les gamins, parce qu'on était très curieux, parce qu'on disait les Boches sont arrivés, mais il ne fallait plus prononcer le nom de Boche, hein. C'était pas très recommandé. Il s'est penché vers nous et il a dit vous les enfants, vous allez retourner à l'école et vous apprendrez l'allemand. Voilà, le souvenir de l'arrivée des Allemands pendant l'occupation. C'est là que vous avez vu arriver les Allemands. Oui, je vois. C'est car 2 gars casqués rentrent dans la cour de la ferme. On était une dizaine, là, d'autres personnes qui étaient arrivées après aussi. On était tous à les regarder, qu'est-ce qu'ils viennent faire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Eh bien, il y en a, celui qui était à l'arrière est descendu, il a décroché un volet, un autre volet, et puis ils sont partis. Et puis après, bon, quelqu'un a été voir, c'était pour faire des pancartes. Ok, de la signalisation pour leurs troupes. D'accord. D'accord. Et vous aviez 10 ans, donc 10 ans, 11 ans quand c'est arrivé. On ressent quoi quand on voit ça? Est-ce que vous vous rappelez comment vous étiez, vous? De la peur? La peur, bah oui, la peur. La peur, et puis l'ambiance est angoissante. Alors moi, la nuit, dans ma botte de paille, je dormais. Mais ma mère, elle dormait pas. Avez-vous des souvenirs précis des bombardements de juin 40 et où étiez-vous à ce moment-là? Alors, des souvenirs précis des bombardements en 1940, oui. Le premier bombardement d'Yvetot a eu lieu le vendredi 7 juin, vers 6 heures du soir. Et je me souviens avoir vu les avions. À l'époque, on faisait ce qu'on appelle de la défense passive. Et quand il y avait bombardement, il fallait se coucher. Donc, je me suis couché, mais je voulais voir les avions, je me suis couché sur le dos. Et là, j'ai vu les avions qui bombardaient Yvetot. J'ai vu la première bombe tombant sur Yvetot, elle est tombée dans la cour du manoir du Fay, au pied d'un pommier. Le pommier restait debout, mais il n'avait plus une feuille, plus une écorce. Lorsqu'on voit les images, on voit très souvent les avions allemands, les Stuka, qui piquaient avec leurs sirènes. Vous avez connu des moments de grosse peur comme ça? Alors après, à Malonnet, oui. Chez mon oncle là, qui nous a recueillis, lui il était dans la côte de Malonnet, là, sur la route de Dieppe, tout en haut. Et on a entendu les sifflements des avions, mais c'était atroce, très fort. On a eu des Stuka, on disait des Stuka parce que c'était des avions qui piquaient et en piquant, ils mettaient en route une espèce de sirène. C'était très impressionnant, et ils lâchaient leurs bombes en même temps. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous entendiez ces avions arriver? Courir simplement? Alors ils sont revenus après. Alors on a couru. Et puis ma mère avait le cœur fragile. On est sortis de la maison parce qu'on avait eu peur qu'elle nous tombe dessus. La bombe est tombée entre 2 tranchées où il y avait plein d'enfants. Et il y en a, ils étaient enfouis jusque-là. Et vous parlez de tranchées. Pourquoi il y avait des tranchées? C'était la défense passive qui demandait
quand il y avait des caves, on organisait pour que les gens descendent dans les caves. Quand il n'y avait pas de cave, on demandait aux gens de faire une tranchée dans leur jardin. C'était le premier bombardement historique du manoir. Et à environ 150 mètres de la maison de mes parents, il y a eu deux bâtiments de détruits. Mais il n'y a pas eu de vie humaine. Et c'est le premier bombardement qu'en tant qu'enfant, nous avons eu. Après, bien sûr, il y en a eu d'autres. Mais les bombardements allemands, c'est à peu près le seul, puisque 15 jours après, les troupes allemandes rentraient dans Isto. Donc, et les bombardements que nous avons eus après, c'était des mitraillages par les avions anglais sur la gare d'Isto. Isto a été détruite par les Allemands, mais disons plutôt par des incendies. Les Allemands ont mis le feu à toutes les habitations du centre-ville. L'incendie du centre-ville s'est arrêté au haut de la rue du Calvaire. Là où il y a la boucherie, tu vois. Dans les logements, ils avaient mis des mèches incendiaires, mais ça n'a pas démarré. Donc tout le haut de la rue du Calvaire n'a pas été détruit. Les Allemands sont arrivés le 10 juin, le matin, le lundi. Bon, le temps que l'armistice n'a pas été signé, toute circulation était très, très restreinte. Et après l'armistice, là, on pouvait circuler un petit peu plus. Mais pour le ravitaillement des gens, c'était pas facile. Hein. Beaucoup de boulangeries étaient détruites. Il existait juste la boulangerie qu'on peut voir encore route de Côtebec. Il y avait une boulangerie et un adjoint au maire d'Isto est venu demander à mon grand-père de faire du pain pour la population, pour les gens qui étaient restés, parce que beaucoup de gens étaient partis en exode ailleurs, partout en France. Et les gens qui étaient encore à Isto faisaient la queue pour venir chercher le pain, parce qu'il n'y avait pas d'autres boulangeries. Vous vous souvenez de Isto avec les dégâts, l'église écroulée, toutes les destructions qu'il y avait en 1944 notamment? Ah ouais. Ça sentait brûler. Hein, vous sentez encore des sensations comme ça? Ouais. Je me rappelle que la rue qui longeait l'église avant, donc c'était les ruines, elle était toute bombée. On ne pouvait pas y marcher. Comment avez-vous vécu votre retour à Isto dans une ville aussi détruite? Bien sûr, c'était surprenant de retrouver des ruines fumantes quand nous sommes rentrés. Mais il faut avouer que les enfants, je sais pas, moi j'ai constaté ça avec mes frères et mes cousins, on s'adapte facilement à toutes les situations. Comment était la ville à votre retour? Tout était détruit dans tout le bas de la rue du Calvaire, je ne sais pas si tu connais, non? Un petit peu. Donc il y avait toute une partie qui était bombardée, donc ça c'était l'ancienne église. Tout a été détruit. Vous êtes déjà rentré dans cette église quand elle était détruite en ruine? Ah oui, oui. Oui, au début, après ça a été interdit parce que c'était dangereux. Ah oui, après ça a été interdit. Oui, c'était dangereux. Mais il y en a certains qui prétendent qu'on aurait pu la... Oui, je pense qu'on aurait pu la sauver. On aurait pu la recouvrir, parce qu'en définitive, elle n'avait pas souffert de bombardement, de rien, hein, elle avait juste brûlé. Pendant la guerre, il y avait un minimum de faits, simplement pour créer le passage des voitures et des personnes, parce que les ruines avaient envahi toutes les rues. Alors pour les ruines, moi je me souviens, tout gamin, l'emplacement des bâtiments provisoires et de l'activité qu'il y avait dans les différents commerces, notamment rue du Calvaire. Toutes les maisons particulières étaient occupées par des commerces qui avaient été sinistrés. Quand vous voyez ces baraquements, est-ce que ça vous évoque des souvenirs? Ah oui, ça c'est c'était des magasins provisoires. Ben oui, magasins provisoires, c'était Place des Belges. Oui. Ben oui, c'est Place des Belges, il y avait Capelle qui vendait des vélos, énormément de gens, il y avait un tas de choses. On habitait toujours rue du Calvaire et puis mes parents avaient
eu un logement à Quartier-Mézerville parce que la rue du Calvaire était très dangereuse et le maire avait conseillé aux familles de quitter le centre-ville. Quelques temps après, les officiers allemands sont venus et puis nous ont imposé, ont réquisitionné une partie de la maison et nous ont imposé leur présence pendant toute la guerre. J'étais le 4e enfant et nous avions une chambre pour mes parents et une chambre pour les enfants. Donc les Allemands auraient eu du mal à y habiter. Hein. Mais puisque vous posez la question, bon, par contre, mon père, comme il travaillait à la mairie, il était parfois réquisitionné pour trouver des habitations pour les occupants allemands. On a eu aussi, si vous voulez, des prisonniers russes. Chez nous, on avait des Mongols. Ah, vous aviez des soldats allemands à la maison, à vos villes? Ah ben on avait une grande pièce en haut d'une maison qui ne servait pas à grand-chose. Oui, c'était réquisitionné. On a été réquisitionné, on a eu 2 soldats allemands. Alors, la pièce où ils étaient, c'était à côté de ma chambre, il y avait une porte qu'on a bloquée, j'avais peur. Hein. Alors on avait mis une commode devant la porte. Mais ils venaient chez nous le soir, passer la soirée. Comment ça, c'est impeccable. Pas heureux forcément d'être là non plus. Il y en a un qui avait un petit garçon de 4 ans. Des gars sympas, quoi. Les officiers logeaient dans des maisons chez des particuliers, on les voyait un peu. Sinon, on ne voyait pas de troupes. Moi, je n'ai pas de souvenir d'avoir vu des Allemands armés. Ils avaient réquisitionné le séjour. On avait 6 Allemands qui dormaient et qui changeaient assez souvent. On a même eu des Russes de l'armée Vlasov. Nuit, il y avait de la fumée qui sortait, mais moi j'étais jeune, je dormais. Il y avait de la fumée qui sortait du séjour, et puis ils s'inquiétaient, ils pensaient qu'ils avaient fait des bêtises. Hein. Et en fait, c'était les Russes là, qui étaient engagés dans l'armée allemande, qui fumaient, mais avec du papier journal. Ah oui, ils fumaient, oui. Ils fumaient leurs cigarettes avec du papier journal. Alors ça faisait une fumée épaisse, et ça pénétrait partout dans la maison. Alors, on était presque obligés, si vous voulez, de collaborer. Je vais vous expliquer. Un jour, ça nous est arrivé plusieurs fois, mais un jour, on reçoit un avis de la mairie, il fallait se présenter avec un cheval et un tombereau à l'école des garçons, rue Carnot, l'école de Caen. Bon. Le père Meillan se présente à 8 heures, comme prévu. C'était pour conduire un vélo crevé et une sentinelle au château d'Osbock. Puis voilà, voyez-vous, et on était obligé de le faire. Hein, c'était pas si on voulait, hein, il fallait. Et par contre, chez mon grand-père à Fécamp, il y avait une maison assez grande qui a été réquisitionnée par les Allemands. Et moi, j'allais en vacances et les Allemands, très gentils avec moi. Et par contre, au magasin, non. Mon père était un peu réquisitionné pour faire vérifier l'éclairage des... Par exemple, sous les ponts, il mettait des chicanes et il fallait que ça soit éclairé. Donc, quelquefois, c'était saboté. Donc, dans la nuit, il venait le chercher pour remettre l'éclairage. Puis, il faisait aussi... il y avait une distillerie de betteraves, route de Grémontville, et il assurait l'entretien. Et quand il y avait une panne la nuit, il venait le chercher. Et une fois, j'avais été inquiété parce qu'il n'était pas sorti assez vite et il y a un Allemand qui est venu, qui a posé un revolver sur la table pour lui demander de venir rapidement. Parce que mon père, il était un peu résistant, il a fait partie un peu de... Mais il n'en a jamais parlé, même après. Mais on travaillait. On ne peut pas imaginer ce que certaines personnes ont pu faire pendant la guerre. C'est incroyable. On m'a raconté, une amie, une dame que je connaissais bien, elle allait accompagner les aviateurs, les parachutistes anglais,
qui tombait dans le bois de Touffreville pour aller rejoindre ce collègue. Une femme. À pied ou avec son vélo à pneus pleins. On a pas parlé de ces gens-là. Combien il y en avait? Alors, je vais vous dire, aux Allemands, vous leur disiez rien, ils vous disaient rien. Évidemment, si vous leur tiriez dans le dos, ils vous tiraient dans le dos. Ben voilà. Mais autrement, vous ne lui disiez rien. Hein. La cohabitation avec les Allemands, ça s'est à peu près bien passé dans la... Oui. À Ifto, il n'y a pas... Enfin, que moi, que je sache. Est-ce qu'il y avait encore école pendant la guerre? Ah ben, oui, tout à fait. À part aux heures de l'occupation, quand Ifto a été détruit, mais je crois que 5 ou 6 jours après, disons une dizaine de jours, l'école a recommencé, parce que je ne le situe plus dans ma mémoire. Mais ça a recommencé très vite, hein. L'école. Ah oui, Oui. Ça a recommencé très vite. D'autant plus qu'elle n'était pas détruite. Hein. Moi, j'ai commencé avec ma sœur aussi, un an ou deux au pensionnat. Après, j'étais à l'école publique qui était dans des baraquements à l'emplacement de l'ancien institut ecclésiastique. Donc, c'est pareil, il y avait des classes de plusieurs niveaux. Tous les enseignants n'étaient pas là. Donc, c'était des regroupements de classes. C'était beaucoup de femmes ou des jeunes enseignants. Parce que les instituteurs d'Ifto étaient tous partis à la guerre et donc faits prisonniers. Et on était dans les baraquements là jusqu'en 1947. J'allais à l'école communale de garçons. À l'époque, il n'y avait pas de nom d'attribué aux écoles. Donc c'était l'école communale de garçons qui se trouve rue Carnot, qui existe encore. Je suis rentré à l'école en 1935. J'ai suivi une scolarité normale. J'étais à l'école Bobet, hein. C'était rue Bélanger. Et oui, jusqu'à mes 14 ans. Où était le collège à l'époque? Ah, c'était pas un collège, c'était une école primaire. Ouais, mais le collège? Ah, il n'y en avait pas de collège. Si, peut-être un cours complémentaire à l'école publique. Oui. Mais il n'y avait pas de collège, il n'y avait pas de lycée, il n'y avait rien. L'école communale de garçons faisait aussi le cours complémentaire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de collège comme vous l'avez maintenant. Hein. C'était juste un cours complémentaire où il y avait, pour les garçons, 4 classes. Une classe de 6e, une classe de 5e, une classe de 4e et une classe de 3e. On est loin, disons, du nombre de 6e et de 3e que vous pouvez maintenant avoir dans les collèges. Vous aviez entre 6 et 10 ans pendant l'occupation. Vous pouvez nous parler de votre scolarité? La scolarité, moi j'étais au pensionnat, donc tout était réservé par les Allemands, et l'école était sous le préau. Donc toutes les classes étaient tous ensemble. Et nous, comme on était jeunes, on ne faisait pas grand-chose. C'était à Ifto? Oui, à Ifto. Le matin, vous alliez à l'école, le soir, vous rentriez? Oui. D'accord. Et vous mangiez à Saint-Michel? À la pension. À la pension. J'étais pensionnaire l'hiver. L'hiver, vous restiez là-bas, parce que là, les routes étaient trop dures pour... Oui. Vous veniez à bicyclette à l'école? Oui. Comment vous n'aviez pas de voiture et des parents pour vous déposer? Non, mais pendant la guerre, un pneu plein à l'arrière, puis debout sur le pédale, ça c'était du sport. Pour avoir un pneu de vélo, c'était tout un problème, hein, on n'avait pas. Alors, sur la fin, il y avait, dans des vieux pneus, on faisait des pneus pleins. Et on mettait ça sur le vélo, mais c'était pas facile. C'est pas facile à rouler avec ça, c'était dur. Hein. Il y en a qui mettaient des bouchons. Oui, des bouchons tout autour du vélo. Des chambres à air, ça a activé l'imagination. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que ce lieu était et à quoi il servait? Alors, Reneuf Pneus, ça veut dire ce que ça veut bien dire. Hein.
Dans pneus, ben, vous avez les pneus, et rénove, ben, qui les rénove. Hein. C'est-à-dire qu'à la sortie de la guerre, on ne remettait pas obligatoirement des pneus neufs sur les voitures. On rechappait les pneus. Là, il y avait la carte de pain, la carte de viande, la carte textile. Les cartes textiles, il y avait, pour les chaussures, tout était il y avait des cartes pour tout. Il y avait des cartes pour tout. Droit à temps par personne. Ah oui, oui, oui. Par exemple, il y avait les enfants pour la carte de pain, il y avait les J1, les J2, J3. Oui. Alors dans les magasins, bon, il y avait des tickets, mais qu'est-ce qu'on avait avec pas grand-chose. Puis c'était pas de qualité. Alors, on a acheté une machine à coudre électrique et puis j'ai fait des vêtements. En octobre 1940, les restrictions commençaient à se faire sentir. Et en revenant de l'école, tous les jours, je passais à la gare. Et ce soir-là, les Allemands avaient déchargé un wagon de charbon. Et du charbon, on n'en avait plus. Alors, il y avait des gens qui venaient ramasser le charbon qui avait tombé par terre, quoi. Et là, il y avait une dame qui était sous un wagon. Et la SNCF commence la manœuvre. Et il y avait un employé de la SNCF qui a bien vu la dame sous le wagon et qui lui dit « Couchez-vous, couchez-vous !» Mais prise de panique, elle a voulu sortir et elle a été coupée en deux par la roue du wagon. Je me souviens que ce soir-là, je n'ai pas mangé ma soupe. Ah oui, j'avais 11 ans à l'époque. Hein, non, ça m'avait énormément impressionné. Oui. Pendant l'occupation, comment avez-vous vécu le rationnement avec vos petits frères à la maison? C'est-à-dire que nous, on était petits, on avait besoin de lait, du sucre. Donc mes parents échangeaient avec d'autres personnes sur certaines matières, quoi. On était convoqués par une dame de la Croix-Rouge qui s'appelait Madame Le Quadic. C'est une femme très grande avec une blouse blanche d'infirmière et puis en plus un tablier. Et à chaque fois que ma mère devait m'y emmener, c'était des grandes pleurs. Mais on y allait pour avoir des compléments de ravitaillement, pour avoir des tickets pour le lait, le sucre. Sinon, c'était très rationné. Du coup, vous ne mangez pas à votre faim Si, non, disons qu'on mangeait à notre faim parce que mes parents on élevait des lapins dans l'arrière-cuisine, dans une petite cour. Et puis mon père faisait aussi, on appelait ça, je crois, un rayon ou un sillon, dans une petite ferme. Et puis cultiver des carottes, des haricots. On n'a jamais manqué de quelque chose. C'était un peu compliqué, mais les parents arrivaient à trouver de l'alimentation. Je me souviens d'avoir vu un Russe, il avait une boîte à pois. Il y avait 3 haricots dans le fond, puis après c'était de la flotte. Et il crevait de faim. Et on avait réussi quand même à leur donner un petit peu de pain, quelque chose, en derrière des Allemands, hein, parce que, attention, ah oui, les prisonniers russes n'est pas du tout considérés. Mais c'est vrai que la Russie n'avait pas signé les accords de La Haye. Voyez-vous. Donc, évidemment, ils avaient un traitement à part. Il fallait, à 10 h jusqu'à 5 h du matin, pas de circulation. Bon, mais à 9 h, oui, mais à travers plaine, hein, on circulait quand même. Mais en campagne, mais en ville, c'était pas facile. Hein. Il fallait camoufler les fenêtres avec des couvertures, puisqu'on n'avait pas de volets, de fenêtres. Et puis un soir, on a entendu des tirs. Eh bien oui, c'est parce qu'on n'avait pas camouflé le haut de la fenêtre. Mais ils n'ont pas tiré dedans, ils ont tiré en l'air, quoi. Quand on entend un tir comme ça fait peur. Alors on avait toujours des émotions. Quelquefois, il y avait des bombardements la nuit. Ils avaient des projecteurs. Et quand ils arrivaient à avoir un avion dans le fuseau du projecteur, l'avion était foutu.
Parce que toutes les décisions se mettaient à tirer dessus, c'était terminé, oui. Ah oui. Moi, j'ai vu des avions tomber en flammes. On avait vu des avions qui passaient, et puis il y en avait un en flammes. Il est venu tomber juste derrière le château, pas loin de l'église. Donc on l'a suivi, nous. Alors, évidemment, le vélo, j'ai été voir. Ben oui, alors, c'était pas beau. Je suis arrivée là avec mon vélo, il y avait un amas de ferraille, de fumée, de chair. Les Allemands étaient là, ils avaient des bâtons pour ils fouillaient là-dedans, ils fouillaient dans les débris. Parce que s'il y avait des... Je sais pas s'ils ramassaient les bijoux ou des trucs comme ça. Et puis je suis revenue à la maison. Eh ben, j'ai eu les compliments du papa. Parce que il fallait pas aller là, tu te rends pas compte, ça pouvait exploser. C'est sûr. Et puis en plus, j'étais dans l'atelier de la charcuterie, puis il y avait des morceaux de viande accrochés partout. Ah, ça ne m'ont pas oublié. Ils vont manger. Hein. Ah non, j'imagine. Oh là 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 là. Il y a des souvenirs de guerre qu'on n'oublie pas. On a vu les parachutes, les aviateurs sauter et puis descendre. Mais ce qui était tragique, c'est que les Allemands tiraient sur les parachutes. Ah oui, oui, oui. Oui. On a trouvé ça un peu dégueulasse, de pas laisser la chance. Fait marquant, un peu avant la libération, c'était le passage des V1 et des V2. Les premiers, c'était vraiment impressionnant, épouvantable de voir cet engin-là avec une flamme énorme derrière, puis un bruit considérable. Ah oui. Donc oui, les V1, ça a été surprenant. On a entendu un bruit énorme, énorme, énorme. Puis la maison était en longueur, et puis au bout de la maison, on voit apparaître une lumière, puis un bruit intense, vraiment. Et puis il apparaît une bombe, carrément une grosse bombe, et puis une flamme à l'arrière, énorme, énorme. Qu'est-ce qu'on a eu peur? On était là à la porte à regarder ça, à se demander ce que c'était. C'était un V1, le premier. Et puis, d'autant plus que dès les premiers V1, les Allemands que nous logions ont eu tous droit à une bouteille de bénédictine pour fêter l'événement des V1, parce qu'ils avaient atteint Londres avec. C'était impressionnant, ces gens-là. Parce qu'ils pouvaient tomber n'importe où. Les premiers, ils en ont essayé. Ah oui. Ouais, lorsqu'il y a eu la libération, comment ça s'est passé ce jour-là? Alors, la libération, il n'y a pas eu de bombardement, il n'y a pas eu de combat sur Yvetot. C'était des Canadiens, je me souviens, le soir, ils faisaient leur casse-croûte avec... moi, j'avais jamais vu ça, du pain de mie, puis ils mettaient une espèce de confiture et puis des sardines. Mais dès le lendemain, on n'en avait pas revu beaucoup, ils étaient déjà repartis. On pouvait recirculer à nouveau, c'était formidable, quoi, c'est tout. C'était... Oui, on pouvait sortir après 9h le soir. Donc quoi, c'était... J'ai dit on pouvait sortir après 9h le soir. Après 9h, on pouvait sortir, on pouvait rentrer à 2h du matin. Et puis on pouvait aller au bord de la mer parce que il y avait 10 km. Ah oui, il y avait 10 km qu'on ne pouvait pas... on ne pouvait pas rentrer dans la zone-là. C'était interdit. Il y a eu un camp américain à Yvetot. Oui, ça, je m'en souviens. Voilà. Ah oui. Donc, ça, on en parle peu. Ça s'appelait le camp allumette, non? Je sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est pas le cigarette. Donc il avait le PC était rue Clovis-Capon, là où est la maison Lyon. Je crois que c'est le docteur Sauveur qui habite là maintenant.
Donc on y allait le soir avec des gamelles et puis ils nous donnaient des oranges, des fruits en sirop. Tout. Puis les premiers collants. Ils occupaient aussi là où l'ancien théâtre, je ne vous avais pas connu non plus, il y avait les douches. Donc les douches étaient réservées aux Américains. Et il y avait des files de camions là, derrière le théâtre pendant des semaines. Et je me souviens aussi, ça c'était moins bien, quand les femmes qui avaient... Oui, qu'on leur a coupé les cheveux. Oui. Ça, moi, j'étais pourtant gamin, mais je m'en souviens. Ils sortaient sous le théâtre, il y avait les douches, et puis ils les lançaient dans la foule. Certaines femmes passaient, il y en a qui crachaient, il y en a qui jetaient de l'eau, il y en a... Oh, je ne comprends le cœur, rien d'en parler. Dégoûtant. Et pour en revenir à la libération, j'ai vu une scène qui m'a révulsé parce que bon, j'avais 14 ans, on sortait avec les copains, on était libérés, les Canadiens étaient là. Et ben j'ai vu justement près de la salle au poteau, oui. Il y avait, je ne sais pas si c'était des vrais résistants ou pas, qui ont tondu des filles. Hein. Qu'est-ce qu'on leur reprochait au juste? D'avoir couché avec un Allemand. Hein. Ça justifiait pas la violence Pas qu'il y a tant. eu envers. Hein. Bon, une remontrance encore à la rigueur, puis encore que chacun est libre. Hein. Ça serait maintenant, on ne l'aurait pas fait. Non. Car, somme toute, si vous voulez, pendant la guerre, il n'y avait pas de travail. Hein. Et donc, par conséquent, quand vous alliez à la mairie demander un secours, on vous disait, mais il y a des troupes d'occupation qui demandent du personnel. Bon, ben, ces femmes-là, elles allaient travailler pour les Allemands. Et à la libération, ben, on les arrêtait et on leur avait coupé les cheveux. C'était odieux, ça. Non, ça c'était ridicule, ça c'était... Est-ce qu'il y a eu des élections juste après la guerre? Non, je m'en souviens pas. C'était juste après, mais il y a eu des élections. C'est vrai que c'était assez vite quand même. Hein. Ah oui, après la guerre, il y a en 40... je ne me souviens plus la date. Mais... En 45, 46, il y a eu des élections, les premières élections. Oui. Des élections municipales, je veux dire. Oui, c'est la première fois que les femmes votaient. Ah. Oui. C'est la première fois. Et donc c'est ce conseil municipal-là, juste après-guerre, qui a décidé de comment Yvetot allait être construit? Oui, puisque c'était le docteur Richard qui était maire avant-guerre et qui a repris ses fonctions après la guerre, oui, parce après la libération. Il y avait eu un problème que le docteur Richard avait été déposé, en quelque sorte, et c'est M. Orcel qui avait pris la place de maire. Oui. Et il y a eu, après la construction, je ne me souviens plus en quelle année, de baraquements provisoires pour les commerçants dans le centre-ville. En attendant la reconstruction définitive qui a eu lieu de 1950 à 1960. Oui, en 1950, il a fallu attendre. Ça a duré 15 ans. Oui, 15 ans la reconstruction. La reconstruction d'Yvetot, c'est un énorme chantier, mais énorme, avec par exemple, l'église, c'est quand même une construction très importante. Qui est-ce qui a reconstruit Yvetot? Ça veut dire, concrètement, est-ce que c'était des Yvetotais, des maçons, des charpentiers ou des plombiers yvetotais qui travaillaient, ou est-ce que c'était de la main-d'œuvre immigrée, des gens qui venaient de l'extérieur? Les entreprises yvetotaises, disons tout ce qui est maçonnerie, je pense aussi, disons, menuiserie, électricité, etc., ont participé, et disons que ça leur a permis, disons, d'avoir du travail pendant, disons, au moins 7 ou 8 ans. Parce que... La reconstruction, on appelait ça un îlot. Donc l'hôtel des Victoires, il a été construit seul, et après, dans les années vers 57, on construit l'hôtel du Havre, et puis l'autre partie qui donne sur la rue des Victoires. Donc le Codec, il a été construit, je crois que c'est le seul immeuble qui a été construit par des entreprises locales, en point de vue gros œuvre. C'était Cotard et Laujoie qui avaient fait une association. Que tout le reste a été fait par l'entreprise Aubry.
À Yvetot, il n'y avait pas de couvreurs qui connaissaient la tuile. Donc pratiquement tous les couvreurs, ils venaient de Touraine. Et ils avaient aussi des charpentiers, parce que c'était important. Donc les charpentiers locaux ne pouvaient pas tout assurer. Donc il y a des entreprises qui sont venues de l'extérieur. Et dans les entreprises ouvrières, il y avait beaucoup aussi d'Italiens, notamment les plâtriers et les carreleurs. Des pavés qui étaient faits avec du ciment et puis des morceaux de grès. Et c'était fabriqué à Yvetot, à l'entreprise Dante. Tous les escaliers dans les immeubles et puis les commerces étaient tous semblables. L'entreprise Dante, actuellement, ça s'appelle Carrelage Dante Oui, c'est... Carrelage Dante. Et donc votre père, il aidait pour la reconstruction? Oui, les travaux d'électricité. Avez-vous assisté au début de la reconstruction de la ville? La première pelleteuse que j'ai vue fonctionner, c'était le magasin à Jean-Martin, à Martin, au Nouveauté, là. Et disons que c'est là où est aujourd'hui le CIC, la banque. C'était là. Est-ce que la reconstruction de la ville a eu un impact sur votre vie quotidienne? Bon, disons que les premières années, c'était compliqué parce qu'il y avait des chantiers partout, notamment quand ils ont fait les travaux publics. C'était l'entreprise Travailleurs Regard. Il y avait partout des tranchées. Pendant l'hiver, c'était de la boue dans toutes les rues et c'était compliqué. La vie est devenue quand même plus agréable dans un cadre neuf et puis inattendu. La reconstruction nous a amené quand même un cadre de vie plus agréable. Oui. Et puis, parce que sur quoi on était toujours dans ce qui restait des ruines. Pourquoi les plans de la ville ont-ils changé? Je pense que c'était l'occasion, disons, de faire un plan qui permette une circulation meilleure, parce que si vous regardez, disons, le plan qui a été proposé par la ville d'Yvetot, ce qui est en vert, c'était avant-guerre, et ce qui était après proposé, par exemple, quand on venait du Havre, tous les camions et toutes les voitures passaient donc par la rue Edmond-Labbé, devant l'actuelle gendarmerie, et après empruntaient le Mail, ce qu'on a appelé le Mail, pour retrouver la rue du Calvaire et se retrouver, disons, à la sortie d'Yvetot. Et disons que la décision qui a été faite, c'est quand on arrivait du Havre, c'est d'aller tout droit pour retrouver le bout de la rue du Calvaire, ce qui permettait, disons, une meilleure circulation. Les parents de mon épouse étaient épiciers au bas de la rue du Calvaire, là où était le parvis de l'église maintenant. Et ils ont été reconstruits à peu près au même emplacement, là où il y a le Crédit Agricole maintenant. Moi, je vois une grue avec des maisons en train de se construire. Est-ce que vous avez une image différente qui vous vient en tête? Alors, non, effectivement, c'est bien une grue, tu t'es pas trompé. Et là, je ne pense pas me tromper en te disant que c'était une partie, disons, qui sera la rue des Victoires et le premier commerce qui a été, à mon avis, construit ici, qui a été utilisé, c'était une charcuterie qui s'appelait la charcuterie Duval. Mais ça date 1952-1953. Vous avez vu la construction de l'église? Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé le jour où vous avez découvert qu'elle devait être ronde? Tout le monde, je ne sais pas s'il y a un Yvetot qui l'a trouvé bien, parce que ça surprend. Hein. On l'a beaucoup apprécié. Je crois qu'au début, les gens étaient stupéfaits de voir une église ronde, parce que c'était pas la tradition. Mais c'est avéré que, étant donné la beauté des vitraux, on s'en est accommodé très, très aisément. Hein. Non, je pense que ça avait été le choix des Yvetotais, donc
pour nous, en plus, moi j'étais jeune, je trouvais ça formidable, la forme et puis l'importance de l'église. Et quand les vitraux étaient posés, c'était une merveille pour nous. Ils ont décidé d'en reconstruire une. Et donc là, c'est le conseil municipal d'Yvetot qui a, disons, décidé cette forme, disons, vraiment spéciale de l'église. Et bon, et il faut savoir quand même que je crois que ça ne doit plus l'être, mais disons, ça a été longtemps la plus grande verrière d'Europe au niveau, disons, des C'était la vitraux. première église circulaire. Oui. Finalement, moi, je trouve que c'est pas mal. Elle est super. Enfin, Enfin, elle est très novatrice et les vitraux sont quand Et les même- vitraux sont... Quand vous avez du soleil dedans, il faut c'est une voir merveille. les vitraux, C'est une parce merveille. qu'ils sont exceptionnels. Dans la construction de l'église, il y a eu un accident. Il y a eu un ouvrier qui est tombé derrière sa fondage et il s'est tué. Oui, je me souviens de ça. Il s'appelait Chailloux, de son prénom, je ne me souviens pas. Une construction comme ça nécessitait des grues et des spécialistes. Oui. Est-ce que vous avez eu dans votre mémoire le souvenir des gens qui travaillaient, des maçons? Oui, oui, oui. Est-ce qu'ils alors, étaient nombreux? Oui, mais oui, il y a eu, disons, beaucoup d'entreprises yvetotaises qui ont participé, disons, notamment, disons, au niveau de la maçonnerie, c'était des entreprises yvetotaises. Bon, il y en a certainement eu aussi de l'extérieur, parce que ça nécessitait quand même, disons, pas mal d'ouvriers. Donc, bon, malheureusement, il y a eu pendant la construction, il y a eu un accident mortel, et c'était donc un yvetot, c'était un voisin de mes parents qui est décédé. Vous vous souvenez de son nom? Oui, oui, il s'appelait Chailloux. Je n'étais pas encore en activité, mais j'ai suivi la reconstruction de l'église, parce que l'entreprise avait fait l'électricité. Vous savez, au moment, il n'y avait pas de sécurité comme il y a maintenant. Donc, les travaux d'électricité pour l'éclairage dans la galerie en haut, mon père avait acheté une ancienne échelle des pompiers, une échelle en bois, et les travaux se faisaient sur cette échelle, sans sécurité. Donc, les ouvriers, ils ont fait des trappes dans la galerie pour poser l'éclairage. Et il y avait les rendez-vous de chantier, par exemple, il n'y avait pas de téléphone. Donc, après le rendez-vous de chantier, l'architecte, Yves Marchand, il venait à l'entreprise, enfin, qui était le magasin, pour demander s'il avait besoin de téléphoner ou pour qu'on le reconduise à la gare s'il était en retard. C'était familial, hein. C'était plus comme maintenant où il y a beaucoup de sécurité, de responsables de travaux. Tout ça. Pardon ? Ça a évolué, oui. Et donc, l'entreprise a participé aussi à la construction du clocher en 62. Donc, on avait été chargé d'installer le paratonnerre. Dès qu'on a une photo où mon père est avec les employés de l'entreprise en train d'installer le paratonnerre. Et vous pouvez remarquer qu'il n'y avait pas de sécurité autour de la plateforme. Qui avait vu ça, la peinture du plafond. Oui. Oui, il a été voir. Ouais, avec un ballon. Un ballon. Il y a un petit film que vous pouvez consulter sur l'INA. Dans la nouvelle église d'Yvetot, un double conseil, prenez garde à la peinture et défense de fumée. C'est que pour peindre la coupole qui s'élève à 23 mètres, le procédé courant de l'échafaudage se révélait trop onéreux. L'architecte imagina qu'on la peindrait en ballon. Un ballon stratosphérique gonflé à l'intérieur de l'église a porté le peintre au pied du mur, si l'on peut dire. Et c'est ainsi que la toute neuve église d'Yvetot, la première église ronde construite depuis le IIIe siècle, peut s'enorgueillir d'une expérience hardie qui révolutionne la peinture d'intérieur. Et pour corriger, je me souviens, pour corriger l'acoustique qui était déplorable,
ils avaient tamponné de l'amiante au plafond. Et pour atteindre le plafond, ils avaient mis un ballon, un aérostat, un ballon. Pour peindre. Oui, Paris. Alors, il y avait eu évidemment une protection énorme parce que c'était gonflé l'hydrogène. Et ils avaient tamponné de l'amiante. Je ne sais pas si ils l'ont retiré, j'en sais rien. En plus de l'inauguration, on a participé à un son et lumière qui avait eu lieu le soir de l'inauguration, et avec des jeunes de mon âge, on avait travaillé plusieurs semaines à l'organisation du son et lumière. À l'époque, il n'y avait pas de matériel technique comme on peut avoir maintenant, tout était manuel. La commande des projecteurs et le son. Tout. Donc ça a demandé des nombreuses séances de préparation. L'IFTO était intéressant, il y avait beaucoup d'événements finalement après-guerre. Est-ce que vous avez des souvenirs de ces événements? Moi, je me souviens du retour des prisonniers, qui avait une fête, une grande kermesse qui avait eu lieu au château de Bohemond. Et tous les iftotais s'étaient rassemblés. Déjà, c'était Jean Etru qui était un peu qui pilotait ça. Vous pouvez nous expliquer qui est M. Jean Etru? Jean Etru, c'était un enfin, son métier, c'était dans la radio et la sono. Donc, il faisait la location de sono pour les manifestations. Et en plus, c'est un animateur qui a créé beaucoup de festivités dans Ifto, notamment les quinzaines commerciales, les salons confort et loisirs et tout ça, et puis le carnaval. Et après, quand il y a les Vikings ont été équipés pour faire une salle de sport et de spectacle, il a été le régisseur. Donc il a organisé de nombreuses manifestations. Il faisait venir des grands artistes et puis aussi des bals assez importants. Juste après la guerre, c'est lui qui animait tout ce qui était quinzaine commerciale, qui faisait donc les quinzaines commerciales d'Ifto, mais qui rayonnait également, disons, sur la Seine-Maritime. Il allait quinzaine commerciale de Gravenchon, Caudebec, etc. C'était un spécialiste, disons, du son, et il avait un certain charisme qui lui permettait, disons, d'animer toutes ces choses-là. Et c'est lui, donc, qui est à l'origine du carnaval d'Ifto et des quinzaines commerciales. Parce que, bon, disons que les quinzaines commerciales, disons que attiraient également beaucoup de monde. Et je me souviens notamment d'une quinzaine commerciale où il y avait eu quand même comme cadeau 10 voitures, comme cadeau, disons, comme lots principaux de la quinzaine commerciale. Et dans le fond, c'est la Maison de la Mare, c'est maintenant la Caisse d'épargne. Donc là, je pense qu'il animait justement disons que, pendant la quinzaine commerciale, tous les après-midi, en fin d'après-midi, vers 18h30, 19h, il animait, disons, des jeux qu'on retrouvait à la radio à l'époque. C'était le principe du kit, enfin ce qu'on appelait le kit au double. Et Jean Etru, donc, était pour ça un pionnier, et il a, je vous l'ai dit tout à l'heure, était à l'origine de la construction du cinéma Le Dracard. Oui, parce que son père était marchand de chaussures, et quand son père a fini, disons, son commerce, Jean Etru, lui, il a repris cette boutique-là, et il vendait des disques. Et la maison s'appelait Discorama. Il a mis la vie dans Ifto, Jean Etru. Ouais. Puis il était intelligent, bien. Il connaissait du monde. Il connaissait du monde. Enfin, il connaissait tout le monde. Oui. Ouais. Il y avait une union commerciale. Et mon père était aussi à l'union commerciale. Il a été
longtemps, il a été président, et puis il s'en est occupé beaucoup après la guerre et jusqu'à dans les années 60. Ça a permis de défendre les commerçants qui devaient se réinstaller. Et puis après, en faisant des animations, ça a fait revenir les gens dans le commerce local. Donc il y avait des quinzaines commerciales très importantes où une année, il y avait une maison à gagner. Oui, une maison. C'était une maison qui a été construite sur Valliquerville. J'ai une photo ici, où il y a un événement, est-ce que vous savez? Ah ça, oui, je connais. C'est le motocross. Disons que c'était mon père était président de la Métenière, il a créé ce qu'on appelait le syndicat d'initiative avec plusieurs commissions. Il y avait la commission des fêtes, la commission des jeunes. Et la commission des fêtes organisait des manifestations, notamment, ça c'était le motocross, ça se passait à route de Côtebec, où il y a le rond-point maintenant. Il y a sur la maison qu'on appelait la maison Arrivel, et après il y avait un champ, on faisait le motocross. Et le lendemain matin, mon père il réquisitionnait tous les ouvriers pour aller ramasser les capsules, pour pas que les vaches prennent en broutant, prennent une capsule. Donc ils se mettaient en rang comme ça, et puis ils ramassaient toutes les capsules qu'ils pouvaient trouver sur le terrain. Et il y en a eu de nombreux, et il y avait beaucoup de monde. Il y avait des voitures jusqu'à passer Rosebach. Pouvez-vous nous dire ce qu'ils ont fait, enfin ce qu'ils faisaient sur cette photo-là? Alors, disons que tous les ans, à Yvetot, avaient lieu des courses de chevaux. Donc là, vous êtes sur l'hippodrome, mais que nous, on appelait le champ de course. Et disons que je suis né pas très loin, puisque vous avez la rue du champ de course qui existe encore, qui mène de la route nationale, disons, vers maintenant tout ce qui est l'établissement hospitalier. Et le terrain que vous voyez ici, là où je mets le doigt, c'est le terrain de foot d'Yvetot. Et les tribunes, si vous allez voir un match, vous les retrouverez, mais sans ces deux tourelles-là qui n'existent plus. Disons que les tribunes actuelles ne font que cette partie-là. Et alors, pour quelles raisons? Est-ce que c'est pour des raisons, disons, de sécurité ou je ne sais quoi, mais ces deux tourelles-là n'existent plus. Mais c'est la tribune du stade de foot. Et vous étiez déjà allé voir Oui. Disons que, alors je ne sais pas jusqu'en quelle année ont lieu les courses, mais je me souviens, disons, très bien d'y être allé. J'avais une dizaine d'années et mon père, disons, faisait partie des gens qui récoltaient les mises en jeu pour les paris, puisque à l'époque on ne faisait pas ça par internet ou quoi que ce soit. On pouvait parier en direct sur les courses de chevaux. Alors il y avait, ça devait être 7 ou 8 normalement, un peu comme disons ce qui se passe actuellement encore pour les courses de chevaux. Et si on vous montre cette image, est-ce que ça vous rappelle les choses? Oui, ça me rappelle. Merci. Alors, c'est, disons, la salle des Vikings. Alors, il y a eu un moment où c'était un peu prétentieux, on l'appelait même le palais des Vikings, c'était quand même quelque chose. Et cette salle, donc, a été décidée donc, dans la fin des années 50 pour permettre, disons, c'est une salle polyvalente, c'est-à-dire, disons, qu'elle a abrité des marchés de bestiaux. Maintenant, enfin, on en refait encore un peu, on voit
disons, tous les ans, par exemple au Rameau, vous avez les vaches, les bovins, etc., qui sont sur la place des Belges. Eh bien là, on avait décidé d'utiliser cette salle-là. Alors, c'était un parquet, et pour, disons, permettre aux vaches, disons, de venir, ils installaient une espèce de bâche avec de la paille, etc. Quand il n'y avait pas, disons, de concours, parce qu'il n'y en avait qu'un annuel, elle servait également de salle de sport pour les matchs de basket et de handball, puisque on n'avait pas de gymnase. Ceux que vous connaissez là, ils n'existaient pas encore, il n'existait pas non plus ceux du lycée. Donc c'était vraiment une salle polyvalente. Et pour, disons, continuer mon idée avec Jean Hétru, Jean Hétru faisait venir de nombreux artistes, disons, internationaux. Moi, j'ai vu Jacques Brel, j'ai vu Johnny Hallyday, j'ai vu Claude François, disons, dans les années 60. Et on a repris après, dans les années 80, disons, et c'était toujours Jean Hétru qui faisait venir ces artistes. Il faisait aussi des soirées de catch, touchait un peu à tout. Ce qu'on allait voir avec mon père aussi, c'était le catch aux Vikings. C'était les trucs aussi qui s'occupaient de ça. On allait voir ça. Mon père, il adorait ça. On allait au catch. Oui, il y avait des belles soirées. Il y a plein de stars de la chanson qui sont venus à Yvetot, style Johnny Hallyday, Richard Anthony, Sheila. Vous êtes allé voir parfois des chanteurs? Oui, bien sûr. Et puis, Marcel Amont, j'ai un souvenir que j'avais demandé un programme, je sais pas pourquoi, et puis ma fille, elle en voulait un aussi, alors j'ai dit, vas-y. J'ai dit, non, elle a dit, c'est pour ma maman, et puis il a dit, mais elle est venue tout à l'heure, ta maman, elle a déjà demandé. Je l'ai rappelé. Il avait remarqué maman. Ah, tiens. Vous aviez un ticket avec Marcel. Il me l'a pas dit. Toujours le fameux Jean Hétru, avec le président, disons, du vélo club Yvetot, organisait après le Tour de France un critérium qui passait, disons qu'il empruntait le Mail, en gros la rue des Victoires, la rue Guy de Maupassant, et il faisait un circuit comme ça. Donc c'était un circuit fermé, et moi j'ai vu, disons, en 58, j'ai vu Charles de Gaulle, Jacques Anquetil, etc. Et tout à l'heure, je disais, par exemple, moi, j'avais 14 ans, je suis allé voir le truc, et il n'y avait pas, disons, de problème de sécurité. Les coureurs, ils discutaient, et puis ils allaient prendre leur douche, et puis après, on les côtoyait comme je vous vois en face. La fête de la jeunesse, donc c'était, à mon avis, une tradition, disons, qui date des années, disons, des débuts des années 1900. Tu as des cartes postales anciennes où tu vois les fêtes, etc. Donc, moi, je l'ai connu en tant qu'élève, mais à ma connaissance, une des dernières fêtes de la jeunesse qui ont eu lieu, à coup sûr, il y en a eu une en 1969. Là, c'était que les écoles publiques qui participaient, garçons et filles. Et donc, pareil, il y avait, disons, l'après-midi consacré à cette jeunesse. Donc, tous les enfants étaient habillés complètement en blanc. Short blanc, petite chemisette blanche. Les filles avaient une petite jupette blanche. Et, disons, évoluaient sur le fameux stade de foot. Et il y avait ce qu'on appelait le mouvement d'ensemble, c'est-à-dire, disons, que tous les élèves
donc de primaire et du secondaire, du cours complémentaire, garçons et filles, faisaient les mêmes mouvements. Donc on apprenait ça en amont, avant la fête de la jeunesse, et il y avait une répétition avant dimanche. Alors, le carnaval, c'était une manifestation qui était organisée dans les années 50. Alors, je crois que la première a dû être en 56, mais là, j'en suis pas certain exactement. Et tous les ans, donc au mois de mai, il y avait le carnaval qui, disons, attirait une 50aine de mille de personnes dans Yvetot. Et justement, disons, le mail servait, disons, de passage pour tous les chars. Et chaque char de carnaval était construit par des quartiers. C'est-à-dire, disons, que les habitants des quartiers participaient à la construction des chars. Et c'était une manifestation qui attirait beaucoup de monde. Carnaval, tu te rappelles du carnaval? Ah, bah, toujours, oui. Ah, oui. Ah, ça venait de loin, hein. Un monde fou. Vous avez dit que l'entreprise de votre père s'était développée après la guerre. Du coup, son entreprise, elle est sortie d'Yvetot. Disons qu'en 1997, on partait à la retraite et on a été repris par le groupe DGS. Donc au début, ça s'appelait Fouguelec parce qu'ils voulaient garder le nom, et après, ils ont continué sous le nom DGS. Ça existe toujours, ils sont installés à Vallée-Kerville, et ils ont encore des salariés qui ont été apprentis dans l'entreprise. C'est une usine qui fabriquait des chemises. C'est la chemiserie Laporte, qui se trouvait rue de Bailly. Et disons que maintenant, à l'emplacement de cette usine, il y a tout un lotissement de maisons neuves, puisque les dernières maisons ont dû être habitées l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que cette personne fait? Alors là, très bonne question. Vous voulez me piéger, là? J'aurais dû réviser. Je crois que c'est une photo qui représente une partie, disons, de la pâtisserie Forchy. Monsieur Forchy, le créateur de la pâtisserie, moi je l'ai connu sur le Mail, et c'était en 1919 qu'il a lancé sa pâtisserie, donc il n'était pas installé sur le Mail à l'époque. Et c'est son fils qui a décidé, disons, de faire construire une pâtisserie industrielle qui se trouve encore rue des Champs. La moutarde Bocquet a été fabriquée donc à Yvetot pendant de nombreuses années, avant d'être repris par Amora. Et la moutarde Bocquet employait au moins une centaine d'employés qui faisaient de la moutarde et aussi les conserves de cornichons. Oui, ils ont arrêté d'en vendre. Quand Amora a repris l'histoire de la moutarde Bocquet, eh bien, c'était plus, disons, rentable de fabriquer de la moutarde sur Yvetot. Donc, il y a quelques employés, disons, d'Yvetot qui sont allés travailler à Dijon. Et puis, c'est comme ça qu'on a perdu beaucoup d'usines et de manufactures. La ville et la Comcom ont l'intention, disons, d'utiliser ce site pour refaire des bâtiments, je ne sais pas exactement. C'est ce qu'ils appellent la moutardière. Il y a eu aussi une autre usine donc, qui s'appelait Maoué,
et qui était une marque connue, Ozona. Il fabriquait des layettes, hein, c'est-à-dire donc pour les bébés. Et donc Ozona a connu son heure de gloire parce que Brigitte Bardot, quand elle a eu son bébé, Nicolas, a acheté la layette à la maison Ozona, et ce qui a donné un gros coup de publicité. C'est souvent les plus petits qui sont les plus difficiles à habiller. Et pour mieux le faire, Ozona ne fait que ça, de 0 à 5 ans. Et moi, j'ai 6 ans. Eh oui, désolé, Ozona n'habille que l'âge tendre. Ozona a donc été une fabrique rentable, mais bon, avec les problèmes économiques, disons, bon, bah, Ozona a fermé, les usines Laporte sont, je crois, les dernières à avoir fermé, tout comme la moutarde Bocquet. Pour conclure d'une certaine façon, Yvetot, vous l'avez aimé cette ville? Ah oui. Oh, oui. Bien, Yvetot. Sur le plan des souvenirs d'enfance, on regrette l'ancienne parce que c'était la prime enfance. Et puis, de toute manière, il faut s'adapter à l'évolution. Et je pense que ce qu'on a fait, on regrette toujours. Oh, bah oui, on regrette toujours. Bah oui, ce que tu es l'enfance. La prime enfance. Oui. Ah oui. Yvetot, en Normandie, fut un tout petit royaume, que gouvernèrent de tout petits rois, très peu de temps. De tout petits rois gentils et d'un caractère bon enfant. Tout était si petit et si simple dans ce royaume-là que son peuple n'eut pas d'histoire et qu'on n'en parla pas dans les livres. Mais on le chante encore, pas vrai? Il était un roi d'Yvetot peu connu dans l'histoire, se levant tard, se couchant tôt, dormant fort bien sans gloire, et couronné par Jeanneton d'un simple bonnet de coton, dit-on. Il faisait ses 4 repas dans son palais de Chaume, et sur un âne pas à pas parcourait son royaume. Joyeux simplet, croyant-le bien, pour toute garde il n'avait rien qu'un chien. On conserve encore le portrait de ce digne et bon prince. C'est l'enseigne d'un cabaret fameux dans la province. Les jours de fête, et bien souvent, la foule s'écrie en buvant devant. Évidemment, le toit était tombé au volant. C'était un peu... Et voilà, chers petits amis, la ronde de nos chansons d'histoire va se refermer. En France, c'est bien connu, tout finit par des choses. Bah ouais. On recommence, voilà. Tant que souvenir se disait encore souvenance.